Les Feufeuilles dans la Bubule. Enfin, je sais pas si je vais garder son nom, ni cette voix. 1, 2, 1, 2. Un bidule sonore de Bric à Broc Productions. Série Podcastor. Jeu de mots. J'aime bien. Un récit partagé par Gaël. Épisode 1. Oh. Je crois que j'ai rencontré vraiment les rivières quand j'étais petite, où j'adorais, comme plein d'enfants, patauger dans l'eau, faire des petits barrages, aller fouiller, voir toutes les bêtes qu'il pouvait y avoir, essayer d'attraper des petites truites, des têtards bien évidemment, surprendre le héron dans la végétation. Et puis essayer de descendre la rivière en bouée ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé toujours ça absolument fascinant, que l'eau ne s'arrête jamais de couler. Et d'où elle vient. Et même encore maintenant, quand je remonte une rivière ou que je la redescends, j'ai beaucoup de mal à me dire bon c'est bon, maintenant j'arrête, je fais demi-tour et je rentre. Il y a toujours quelque chose à aller voir. Et c'est infini en fait. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 40 ans et je passe la majeure partie de mon temps à observer les saisons, à observer les autres qu'humains ou les plus qu'humains. Et j'adore me fondre dans leur monde, dans leur façon d'être et dans tout le tissu du vivant qui existe autour de moi. Et les rouges-gorges. C'est vraiment un espace où on peut avoir une vision absolument globale, c'est-à-dire que la rivière finalement elle commence à la ligne de crête, en haut de la colline, en haut de la montagne. Donc on peut avoir une vision d'ensemble, on peut aller explorer les forêts qui créent les rivières et les rivières qui créent les forêts et explorer jusqu'à sous les cailloux où on va trouver des insectes aquatiques, on va trouver des cailloux magnifiquement sculptés par les milliers d'années de roulement dans l'eau. Enfin, c'est un monde infini à explorer avec des curiosités, avec des empreintes, avec des épreintes, avec des odeurs aussi qui sont différentes en fonction des saisons, des couleurs. Moi, j'aime bien l'analogie avec le dragon. Les rivières, ce sont des dragons, c'est vraiment des êtres vivants à part entière qui sont absolument indomptables, qui peuvent avoir une force calme comme ça au printemps ou pendant l'été, et puis qui peuvent vraiment se déchaîner lors des épisodes de crue et qui remodèlent tout en fait sur leur passage selon leurs propres règles, leur propre physique, leur propre biologie, leur propre écologie. Et j'aime bien retrouver cette humilité quand je suis au bord d'une rivière, me dire là c'est très calme, je peux m'y baigner, c'est très agréable, c'est doux. Et puis à d'autres moments où elle est en crue, elle est torrentielle, elle est absolument hostile. Et là j'aime aussi aussi aller me nourrir de cette puissance sauvage qui nous remet à notre juste place en tant qu'humains.
Alors on est dans une toute petite vallée en cul-de-sac dans le sud d'Aveyron qui a donc été façonnée par une rivière qui est en contrebas. Il y a des forêts de résineux plantés, mais il y a aussi des forêts de chênes qui sont un peu plus anciennes. On a des coteaux qui sont très secs et on a des coteaux qui sont plus humides. Et donc on a des biotopes qui sont assez diversifiés avec des habitats aussi différents qui nous permettent d'avoir plein de curiosités et d'espèces à rencontrer, à découvrir et à admirer et à apprendre d'eux. « 16 novembre. Prendre de la hauteur. Ce matin, j'ai besoin de voir loin, de relier mon corps et mon âme à l'entièreté de cette vallée. Je prends le chemin des hauteurs. J'emprunte un petit sentier forestier en lacets qui grimpe fort et revitalise mon souffle et mes muscles. J'éprouve et apprécie ce relief. Je m'approche de la crête qui marque la frontière entre l'écrin de la vallée, bordé des coteaux vert sapin et jaune orangé des parures de chêne, et le plateau pâturé, cultivé, parsemé de hameaux d'exploitation agricole, et pour les esprits les plus curieux, de rares joyaux archéologiques. Cette crête est ponctuée de quelques rochers imposants qui, comme s'ils avaient un mot à prononcer à l'horizon, s'avancent dans la pente, surplombant le précipice. L'un d'eux porte, on pourrait croire depuis toujours, une immense dame blanche immobile et étincelante qui embrasse la vallée. Main ouverte, visage doux et aimant, elle veille, elle enseigne silencieusement l'amour. J'aime lui rendre visite. Comme on rend visite à une vieille amie que l'on côtoie de loin en loin mais qui existe dans son cœur. D'ici, le parcours de la rivière est presque visible sur tout son cours. On devine sa résurgence faite de somptueuses cascades de tufs à l'est, au pied de la falaise qui soutient le Causse, au sein d'un petit village reculé. Puis, les petites collines de marne grise et de pâturage qu'elle serpente timidement en se faisant oublier, avant de plonger dans la vallée entre les forêts de pentes sauvages et abruptes. Elle se gonfle de quelques affluences, peaufine son caractère et sa beauté, et pénètre le domaine silencieux d'un ermitage secret. Enfin, avant de se mêler à sa confluente, elle constitue le fameux territoire de mes amis architectes, non loin du seul hameau de la vallée, constitué de quelques habitations éparses et camouflées. Cette vallée, comme tant d'autres, abrite, protège et donne la vie. Elle fertilise son monde. Elle se pare de toutes les couleurs que lui offrent les saisons. Tel un corps féminin étendu, elle s'étire, offerte au ciel, au soleil, à l'eau, au vent et à la terre. Je crois qu'à la question « c'est quoi une rivière ?» on aura autant de réponses que de gens qui vont y répondre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et à la fois qui est à des endroits délétères pour la rivière. C'est qu'on va avoir des représentations totalement différentes et individuelles en fonction du rapport qu'on a avec elle. Donc on va avoir des gens qui vont répondre avec peut-être de la crainte, puisqu'ils ont été soumis à des inondations. On va avoir des gens qui vont répondre la rivière, c'est la rivière de mon enfance, donc elle est comme ci, comme ça. À cet endroit, précisément, il y a une plage. À cet endroit, il y a un arbre depuis lequel on saute dans l'eau. D'autres vont répondre, la rivière, pour moi, c'est là où je vais pêcher, donc je sais à quels endroits il doit y avoir tel ou tel poisson. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de répondre à cette question en se plaçant vraiment à la place du dragon. C'est-à-dire qu'une rivière, elle a un espace et un temps qui lui sont propres. Et quand on répond à la question « qu'est-ce que c'est une rivière ?», bien souvent on répond depuis notre prisme humain.
et depuis notre vision. Ce qui implique qu'il y a forcément des biais de représentativité, de représentation quant à ce qu'est ce milieu-là que l'on côtoie et qui est essentiel pour nous, puisque c'est de là que vient l'eau que l'on boit, l'eau qui nous sert pour irriguer, l'eau qui nous sert pour abreuver les animaux domestiques. Et donc moi, ce que j'aime faire, c'est essayer de me placer au niveau de la rivière et d'essayer de parler pour elle, peut-être. Et donc les rivières, il s'agit de les considérer de manière globale, c'est-à-dire à l'échelle de leur bassin versant, à l'échelle aussi de toutes les perturbations anthropiques qu'elles ont pu subir. Donc ça va depuis la déforestation des versants du bassin versant jusqu'à tous les travaux de drainage, de canalisation, de curage des cours d'eau qui ont été réalisés depuis que les civilisations humaines se sont sédentarisées dans les plaines alluviales et ont eu besoin d'utiliser les terres fertiles des plaines pour y installer de l'agriculture, pour y installer des infrastructures, pour aussi se servir des cours d'eau comme moyen de transport du bois ou de marchandises. Et donc tous ces remaniements, le drainage des zones humides également, l'assèchement des marais, la monochenalisation des cours d'eau, qui de manière sauvage sont plus ou moins anabranches avec différents chenaux, avec des zones humides, avec des mares. Toute la simplification des fonds de vallée qui ont été réalisés a forcément eu un impact sur la santé de nos rivières et évidemment sur la représentativité qu'on a d'une rivière. Avec les peintures aussi, l'art, on a bien souvent représenté les rivières comme un cours d'eau très calme, qui s'écoule tranquillement tout droit dans un seul chenal avec un petit peu de végétation sur le bord, mais pas trop de bois mort, pas trop d'embâcles, pas trop de complexification. Et ça aussi, ça a participé à des représentations qui sont parfois erronées de ce qu'est une rivière en santé. Et donc ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé à modifier les fonds de vallée, c'est que l'objectif des aménagements, c'était de faire partir l'eau le plus rapidement possible vers l'aval, vers l'océan, vers la mer. Et donc de simplifier au maximum les cours d'eau, les hydrosystèmes, de les faire tracer le plus rapidement possible vers la mer pour évacuer l'eau des plaines alluviales et ainsi pouvoir utiliser les terres riveraines. Ce phénomène, il a donc simplifié les hydrosystèmes et cette simplification, elle a fait chuter l'habitabilité de ces milieux, puisque d'une rivière complexe avec des chenaux secondaires, avec des zones humides, avec des mares, un chenal unique va représenter beaucoup moins d'atouts en termes de biodiversité, en termes d'habitat, en termes de faciès. Et donc on a une perte de fonctionnalité de ces milieux et une perte de biodiversité associée également. Il y a aussi l'importance de la ripisylve. La ripisylve, c'est la végétation de berge. C'est une forêt alluviale avec des essences adaptées qui y poussent, arbustives, herbacées, et puis des buissons, des arbres. Et cette ripisylve, elle tient également une place hyper importante puisqu'elle fait le lien entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est vraiment un écosystème à part entière qui est hyper important, qui à l'heure actuelle n'a pas de protection juridique en France,
à l'inverse de la haie ou des forêts qui ont un statut qui pourrait être amélioré mais qui existe. La ripicive n'a pas de statut et donc bien souvent on remarque que la ripicive elle est soit absente, soit réduite à une très très fine bande d'arbres et malheureusement elle ne remplit pas tous les potentiels qu'elle pourrait exprimer pour le bien-être des vivants et de la rivière. Et de ce côté, il y a la ripicive, elle est vraiment hyper mince et directement il y a le champ cultivé où elle est réduite et vraiment on lui permet de s'expanser sur 2-3 mètres, pas plus quoi. Mais de l'autre côté par contre c'est une forêt de pente avec une petite banquette alluviale un peu humide et là-bas du coup elle s'y aventure un peu plus loin dans la forêt. Ce qui se passe aussi avec tous ces aménagements, c'est qu'en simplifiant les cours d'eau, en les curant, en drainant les zones humides et en simplifiant les rivières, en essayant de faire en sorte qu'elles tracent tout droit, eh bien leur force érosive ne peut plus s'exprimer latéralement, ne peut plus se dissiper latéralement, et donc au lieu de dissiper leur énergie latéralement, en creusant, en allant chercher des sédiments en rive gauche, en rive droite, en les redéposant un peu plus loin, en créant des petits îlots, comme elles tracent tout droit, eh bien leur force, elles vont la dissiper, mais verticalement. Donc elles vont creuser, elles vont s'inciser. Et ainsi, peut-être même jusqu'à la roche-mère. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle des phénomènes donc, d'incision, qui sont à l'origine de la mauvaise santé de beaucoup de cours d'eau en France. Et ce phénomène d'incision, il induit un phénomène parallèle, c'est-à-dire que si une rivière s'incise, donc c'est-à-dire que si elle se creuse et qu'elle descend plus bas, eh bien la nappe d'accompagnement, qui est la rivière un peu invisible, qui existe dans chacune des plaines alluviales, eh bien la nappe d'accompagnement, elle va également baisser. Ce qui fait qu'il y a un assèchement systémique de toute la zone, puisque les parcelles riveraines ne vont plus être en contact avec la nappe d'accompagnement et vont également s'assécher. Et dans un contexte actuel de bouleversement climatique, eh bien, ces phénomènes ne participent absolument pas à la robustesse des écosystèmes ni à la robustesse des usages que l'on a des parcelles riveraines. Tu vois celui-là, là, il y a par un exemple, petit passage. il est mort, il est laissé sur pied. Au pied de cet arbre, on voit qu'il y a une sente, donc certainement un passage de mammifères. Et l'arbre mort, à peu près à 50 cm de son pied, il y a déjà un trou de pic. Et puis sur sa hauteur, il y a aussi des trous de pic. Et c'est pas les mêmes pics qui vont venir manger le bas ou le haut. Dans le bas ou dans le haut. En haut, ça va plutôt être le pic épêche et le sol, ça va être le pic vert. Et ça, c'est important à savoir parce que nous, on imagine un arbre mort que c'est sale, il faut enlever, ça, c'est pas beau, ça fait pas propre. Mais un arbre mort, il y a rien de plus vivant. C'est un habitat, un garde-manger, un puits de carbone. Et c'est aussi... Les arbres mères, souvent, quand ils meurent, ils lèguent tout leur savoir à leur progéniture, on va dire, qui est autour. Là-bas, il y a un très très gros arbre mère. C'est un immense hêtre. Et tout autour, il y a des petits... Enfin, ils sont quand même balèzes. Hein, mais il y a d'autres hêtres qui sont moins âgés et qui potentiellement viennent des graines de cet arbre mère. Tout un réseau de communication dans le sol.
Il y a des endroits où, fort heureusement, il semblerait que les petits cours d'eau en montagne ou dans des forêts de pente aient très peu été modifiés avec des gros travaux à la pelle mécanique, etc. Mais en France, en fait, vu que les forêts ont été exploitées, il y a dans tous les cours d'eau des reliques d'aménagement, des reliques de mini-barrages ou de murets à des endroits qui ont permis de sécuriser un chemin et qui donc modifient l'écoulement du ruisseau à tel ou tel endroit. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on relaisse de la place à la rivière, elle retrouve très rapidement ces dynamiques-là. Donc même sur des cours d'eau qui ont été chenalisés, canalisés, bâtis, dont les berges ont été bâties, si on enlève ce qui a été réalisé sur un linéaire conséquent et si la rivière a assez de force dynamique pour remodeler son linéaire sur cette parcelle, sur ce linéaire-là, on voit très rapidement que il va y avoir réactivation de ses propres processus et qu'en fait il va y avoir remobilisation des sédiments, recréation de faciès d'écoulement diversifiés, recréation d'habitats. Et donc très rapidement, le cours d'eau peut retrouver une dynamique propre et s'aggrader par lui-même. Ce que je raconte, j'ai pas envie que ce soit associé à une spécialiste ou une spécialité professionnelle. C'est vraiment important que chaque personne puisse se réapproprier et ce qu'est une rivière et de quelle façon chacune en relationne avec les milieux naturels et en l'occurrence là avec les rivières puisque c'est ce dont on parle. Et ça c'est à la portée de chacune de réinventer un mode relationnel avec les autres humains qui nous entourent. C'est à la portée de tous et c'est pas seulement à la portée d'une poignée de scientifiques ou de techniciennes. Je crois que le changement de vision, il viendra de toutes les personnes qui gravitent autour des milieux naturels et on en est toutes et tous dépendants. Donc moi je crois que c'est vraiment important que ce changement de vision, ce changement de paradigme relationnel avec le vivant, tout le monde peut s'y engager.